Bonjour à tous, bienvenue dans Niquer, le podcast de la Maison du Sport au Féminin. On imagine souvent qu'un accident arrête une vie, mais parfois, il révèle une force qu'on ne soupçonnait pas. Dans le sport, les para-athlètes inspirent, mais ils sont aussi confrontés à beaucoup de clichés. Le handisport reste entouré de beaucoup de fantasmes, de maladresses et d'idées reçues. Aujourd'hui, on avait envie d'en parler sans filtre. Pourtant, derrière chaque départ de course, il y a des heures d'entraînement, des sacrifices, de la discipline et un niveau d'exigence immense. Aujourd'hui, dans Niquer, le podcast de la Maison du Sport au Féminin, on parle de reconstruction, de performance, de regard des autres, mais surtout de passion du sport. Nous enregistrons exceptionnellement depuis Paris, à la Cité Audacieuse, un lieu dédié aux projets engagés pour les droits des femmes et l'égalité, un symbole fort pour la Maison du Sport au Féminin qui ouvre une nouvelle antenne à Paris et poursuit aujourd'hui son développement à l'échelle nationale. Parce que les enjeux du sport féminin dépassent largement les territoires, ils concernent toute la société. Nous recevons Colline Gravitsky, paratriathlète et parakayakiste. Avec elle, nous allons parler du handisport, de son parcours après son accident, de ce que le sport lui a permis de reconstruire, mais aussi des idées reçues qui entourent encore les para-athlètes aujourd'hui. Et peut-être qu'à travers cet épisode, certaines jeunes filles ou femmes en situation de handicap entendront enfin qu'elles ont aussi toute leur place dans le sport. Bonjour Colline, bienvenue dans Niquer. Bonjour, je m'appelle Colline Grabinski, j'ai 37 ans. J'ai fait une grave chute de cheval à mes 25 ans qui m'a rendue paraplégique incomplète. Et aujourd'hui, j'ai rebondi dans le parasport. Donc, j'ai fait du paratriathlon, du para-kayak. À côté de ça, je suis également ingénieure en environnement et je travaille pour le ministère de la Transition écologique. Super. On a de la compagnie au niveau des travaux publics à Paris. Quel a été le moment où tu t'es dit « Ok, ma vie dans le sport, elle est pas terminée » ? Alors en fait, je me le suis dit approximativement quelques minutes seulement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand j'ai eu mon accident, j'ai vu mon chirurgien juste avant qu'il m'opère. J'avais 5 minutes pour poser toutes mes questions parce que dans mon accident, le temps de réaction est super important sur la récupération. Et donc, dans mes 5 minutes, la première question que j'ai eue à mon chirurgien, c'est est-ce que je pourrais remarcher ? Et une fois qu'il m'a répondu oui à ça avec plein de précautions et on verra après que c'était pas si simple. Ma deuxième question, ça a été est-ce que je pourrais continuer à faire du sport ? Et à ça, il m'a dit tout de suite oui. Et donc, en fait, dans ma tête à moi, l'interruption de ma vie sportive a duré ce temps de questionnement et pas plus. Et il y a eu un avant et un après, mais le sport a toujours été partie intégrante de ma vie avant et après mon handicap. Tu faisais quoi avant du coup ? Donc équitation, c'est ça ? J'ai touché enfant à pas mal de sports. J'ai essayé plein de choses, la natation, le judo. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'équitation. J'en ai fait pendant 10 ans en compétition jusqu'au championnat de France. Et j'étais vraiment très investie. Je m'entraînais jusqu'à 5 fois par semaine. J'étais tous les week-ends en compétition. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait énormément. Ok. Et du coup, le sport, tu l'as beaucoup pratiqué, je pense, pendant la rééducation. À quel moment c'est redevenu une vraie passion ? Alors, je mettrai une petite précaution là-dessus, c'est-à-dire que en centre de rééducation, moi j'ai fait ma rééducation, je me suis mise dans une bulle et j'ai voulu la vivre comme du sport de haut niveau. Mais j'avais pas forcément l'impression de pratiquer du sport réellement parce qu'en fait tout avait changé, mon corps, mes capacités et ce que je faisais paraissait vraiment tellement loin de ce que je pouvais faire avant que c'était compliqué de considérer ça comme réellement des performances sportives. On était plus dans la pratique. Après, une des choses qui m'a tenue à cœur dès mon opération, c'était de pouvoir renager parce que du coup j'avais fait de la natation enfant en club et après j'avais continué et je savais que c'était un des sports où je pourrais m'épanouir et c'est un des sports sur lequel finalement en étant sur un sport porté le handicap on peut l'oublier assez facilement. Je trouve que l'eau apporte aussi du calme, de la sérénité et donc du coup dès que mes cicatrices étaient refermées, on m'avait dit que je pouvais retourner à la balnéothérapie et donc dans l'eau. Donc c'est la première chose que j'ai faite en centre de rééducation dans les premières semaines. Ok. Et ensuite, suite à ça, comment ça t'est venu du coup le paratriathlon ? Alors ça a été un très long chemin. La première fois que je suis remontée sur un vélo, ça a été en centre de rééducation, mais c'était vraiment juste une balade entre guillemets à vélo et ça me demandait tellement d'énergie.
Puis à la fin de ma rééducation, en fait, j'étais contente parce qu'en fait, je remarchais et ça, c'était déjà une énorme victoire parce qu'en fait, personne n'aurait parié sur le fait que je puisse remarcher. C'était vraiment quelque chose qui était pas du tout gagné de base. Et vu que je suis quelqu'un qui adore les challenges et qui a de l'ambition, je me suis dit mais en fait, maintenant que je peux marcher, est-ce que je pourrais pas courir? Et donc du coup, à la fin de mon centre de rééducation, j'avais dit à mes kinés que je voudrais essayer de retravailler pour recourir. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, à la sortie de mon centre, je suis tombée sur un kinésport, enfin tombée. J'allais déjà chez lui avant mon accident, mais en fait, il m'a reprise et en fait, il m'a remis dans une dynamique où on a tout fait dans une optique de repratiquer le sport et on ne s'est jamais mis de barrière par rapport à mon handicap. Et donc du coup, mais j'ai mis très longtemps à recourir. Au début, c'était faire un 100 mètres, ça m'épuisait. Je pouvais courir uniquement sur piste d'athlétisme avec des chaussures très spécifiques. Enfin, ça a été vraiment très très long. En parallèle, j'ai repris la natation dans un club avec des valides. Et c'est qu'une fois tout ça reconstruit, que avec des amis, je me suis lancée sur mon premier triathlon. Premier grand défi. Valide. Ouais. Et c'était très drôle parce qu'en fait, moi, j'étais au milieu de tout le monde et en fait, les gens ne réalisaient absolument pas ce que ça représentait pour moi, mais j'étais tellement fière de finir ce premier triathlon. C'était vraiment un accomplissement énorme. Quelle place avait la performance et l'ambition dans ton quotidien? Je pense que je suis née avec de l'ambition et cet amour de la performance dans tout ce que je fais, que ce soit professionnellement parlant ou sportivement. J'aime me lancer des défis, j'aime toujours aller plus loin. J'ai beaucoup de mal à vivre dans ma zone de confort. Quand je me sens en zone de confort, je cherche toujours à pousser ces limites-là. Et c'est pour ça que je me suis lancé le défi de recourir. C'est pour ça que je me suis lancée dans le triathlon, dans le paratriathlon. Et aujourd'hui, je fais des triathlons avec des valides en montagne qui sont encore plus durs avec du dénivelé parce que pour ma pathologie, c'est extrêmement compliqué le dénivelé. Donc, je suis toujours en recherche de performance et de nouveaux challenges. Et tu penses que ça t'a aidé, ces qualités-là pour passer au-dessus de cet accident et reprendre le haut niveau? Alors complètement, parce qu'en fait, il faut savoir que mon chirurgien m'avait donné une conviction que je remarcherais maintenant. Tous les professionnels de santé de mon centre de rééducation, enfin tout le monde pensait que ça allait être extrêmement compliqué, personne n'avait de certitude. Et en fait, moi j'avais cette envie de me bagarrer pour y arriver, cette envie d'essayer coûte que coûte. Et à ce moment-là, ça m'a vraiment énormément aidée parce que c'est difficile en fait quand tout votre entourage vous dit que c'est quasiment impossible, qu'il y a cette phase aussi qui est normale, qu'on vous demande de faire finalement le deuil de certaines choses. Et en fait, moi, ce trait de caractère-là m'a fait me dire, je pousse déjà tous les curseurs au maximum et après je ferai le deuil de ce qui pourra pas se débloquer, mais dans un premier temps, je ne fais le deuil de entre guillemets rien et je décide de me battre pour avoir entre guillemets tout le maximum. Et en fait, on est allé beaucoup plus loin que ce qui était prédit. Et je pense que si j'avais pas eu entre guillemets ce mental-là, ça aurait été différent. Mais foncièrement, je pouvais réellement rester dans un fauteuil toute ma vie en fait. Ok. On va parler de différence entre le dépassement de soi et la performance. Quel est ton avis là-dessus? Alors c'est vrai que notamment dans le handisport, on met beaucoup en avant le dépassement de soi parce que c'est compliqué en fait de savoir en fonction des handicaps ce qu'est la performance pour chacun. Et je pense aussi un petit peu voilà de crainte par méconnaissance. On met énormément en avant le fait de se dépasser. Le fait de se dépasser, c'est très important. C'est ce qui permet déjà d'avoir envie de commencer. Parce qu'il faut avoir du courage pour débuter un projet sportif avec un handicap. Maintenant, je trouve très important aussi de conserver cette valeur de la performance, c'est-à-dire que un athlète en handisport fonctionne comme un athlète valide, c'est-à-dire qu'il va avoir des ambitions, il va avoir envie de réaliser certains chronos, certaines distances. Enfin, oui, c'est pas juste de la participation, c'est voilà. Et dans le dépassement de soi, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de. Je me dépasse en participant, mais je vais chercher la performance. Exactement. Et les deux sont importants, mais il faut pas oublier voilà que en fait chacun avec sa pathologie et son niveau peut avoir une grosse envie de performance et
sur un sport comme le paratriathlon ou même le kayak, va travailler son matériel, les aménagements pour gagner du temps sur les transitions en paratriathlon, pour être mieux calé dans son kayak en kayak. Enfin, il y a le même travail que sur un athlète valide, sur de la préparation mentale, sur la nutrition, sur le sommeil. Enfin, et tous ces paramètres-là, c'est des paramètres de construction d'une performance. Bien sûr. Donc il y a pas juste que de se dépasser. C'est quoi les clichés aujourd'hui qui t'agacent sur les para-athlètes? Alors d'un côté c'est positif parce qu'on met beaucoup en avant les histoires de vie, le courage nécessaire. Donc ça c'est très important pour commencer. Maintenant, quand on est sur du sport de haut niveau, je pense qu'on peut aller entre guillemets plus loin. Un sportif para de haut niveau, c'est un sportif de haut niveau. Donc il a pas le courage de prendre le départ d'une course, il s'est préparé pour. Et en fait il est là pour faire une vraie performance. Il est là pour aller chercher une place, un podium. Mais oui, peut-être c'est très bien d'être admiratif du courage, mais ne pas oublier qu'en fait, on reste tous des athlètes, des compétiteurs avec de l'ambition et un mental qui est très fort. Hein, mais voilà, de pas oublier ça. Certaines personnes pensent encore que participer aux Jeux paralympiques est, je mets bien des guillemets, plus facile que les Jeux olympiques. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ça? C'est à la fois différent, à la fois semblable. C'est vrai qu'on a, je pense, un peu l'impression que les Jeux paralympiques peuvent être peut-être plus entre guillemets accessibles, ce qui n'est pas du tout le cas puisque en fait il y a des critères de sélection, il y a des catégories et il y a des échéances sur lesquelles il faut se montrer performant. Donc en fait, j'ai l'impression parfois que les gens pensent que à partir du moment où vous faites du sport avec un handicap à un bon niveau, ça entre guillemets tombe un petit peu sous le sens que vous puissiez aller au jeu. Non, 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 c'est loin d'être un parcours facile et ça demande de répondre à le même type de préparation que peut vivre un valide. C'est les mêmes sacrifices en termes de temps, d'investissement, d'heures d'entraînement, mais aussi ce que je disais, tout ce qu'il y a autour de la nutrition, du sommeil. Et il y a le volet soins aussi parce que avec un handicap, le volet soins prend aussi une place plus importante. Donc je pense que, enfin voilà, c'est un même parcours. C'est avec juste chacun ses particularités physiques dans le parasport, mais en tout cas l'investissement est le même. Et du coup, ça demande aussi un accompagnement et un sportif valide, il va avoir un staff autour de lui et un sportif para pour préparer une qualification au jeu, c'est pareil, c'est-à-dire que il faut savoir bien s'entourer et ça existe dans les deux cas avec la petite spécificité du côté soins qui est super important quand on a un handicap. Bien sûr, et il faut pouvoir rémunérer toutes ces personnes qui t'entourent aussi. Ça veut dire rechercher des sponsors, des mécènes, pour pouvoir financer toutes ces personnes qui t'entourent pour aller sur des grandes compétitions. Il y a cet enjeu-là aussi. Alors exactement, et c'est loin d'être quelque chose de facile. Alors on l'entend de plus en plus. Enfin, les athlètes en parlent de plus en plus des difficultés à trouver des sponsors, des financements. Mais du coup, ça existe chez les valides, ça existe en para également. Et avec ce truc que finalement en para peut-être une difficulté supplémentaire parce que le matériel étant très spécifique, adapté au handicap, peut être aussi plus coûteux. Et puis peut-être plus de difficultés dans l'imaginaire des gens à comprendre que ça demande la même chose que sur du sport valide. Et puis la question de la visibilité qui n'est pas simple non plus. J'allais rebondir là-dessus. Quand on est une femme et en situation de handicap, notamment avec un handicap invisible, est-ce qu'on ressent une double invisibilisation dans le sport? Alors je trouve que sur le fait d'être de la mise en avant, en valeur des performances féminines, on est quand même en train de progresser, mais ça reste toujours un petit peu En dessous parce que un petit peu moins impressionnant physiquement parlant. Maintenant moi je trouve que
les femmes ont certes peut-être moins de force physique, mais elles le compensent par leur compréhension en termes de stratégie, de technique. Et je vous invite réellement à regarder des performances de sport féminin parce que au niveau de la pratique et du niveau de performance, c'est tout aussi intéressant. Sur le handicap, on a eu une belle mise en lumière avec les Jeux de Paris 2024. Maintenant, sur des compétitions autres, ça reste toujours un peu à la marge. On a encore un petit peu de mal avec la médiatisation. Donc, les deux mélangés, ça fait que c'est vrai qu'on a un petit peu cette impression de devoir prouver plus que plus quand on est une femme avec un handicap. Et alors le handicap invisible, dans mon cas, s'ajoutant à ça, enfin ou en tout cas très peu visible. C'est là qu'est la subtilité, c'est que souvent quand vous avez quelque chose qui se voit très légèrement, les gens du coup pensent le comprendre. Sauf qu'en fait la partie visible est très infime par rapport aux séquelles. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que à part l'expliquer, et ça prend un temps non négligeable, c'est pas télétransmissible sur des épreuves en termes de montage de partenariat, de choses comme ça. Quand on sponsorise un athlète en handisport, on a envie de montrer qu'on est sur du handicap et sur une plaquette. Oui, sur Tout de l'image suite, de la sportive. quelqu'un avec une prothèse, quelqu'un en fauteuil sur une plaquette, tout de suite vous comprenez l'investissement. Quelqu'un qui n'a pas quelque chose de visible, tout de suite c'est plus compliqué. Et d'ailleurs c'est une des choses qui est intéressante, c'est que moi en course je peux avoir parfois des attelles. Quand j'ai mes attelles, tout le monde trouve exceptionnel ce que je suis en train de réaliser. Quand je retire mes attelles, je passe pour quelqu'un, une valide qui s'est quand même pas beaucoup entraînée et qui pourrait courir un petit peu plus vite. Ça t'est arrivé d'avoir des remarques? Alors pas du tout méchante, mais moi sans mes attelles avec mon handicap au milieu d'une course valide en montagne, je vais finir avec les dernières. Et donc du coup les gens, sans méchanceté aucune, hein, Oui. mais vont peut-être m'encourager à me dire mais tu sais, tu devrais t'entraîner un petit peu plus, tu verrais, ça serait plus facile et puis tu prendrais plus de plaisir. Et en fait après je leur explique que je fais 15 à 20 heures par semaine et qu'en fait le problème est un peu ailleurs. On va parler d'inclusion. C'est quoi ta vision de l'inclusion aujourd'hui à travers le sport? Alors je trouve que le sport facilite l'inclusion. Si vraiment il faut, alors c'est assez difficile parfois de faire le premier pas quand on a un handicap pour aller se mélanger à des valides, pour aller s'entraîner, pour être en compétition. Maintenant, je trouve sincèrement que le monde du sport accueille de façon très chaleureuse en général une personne qui a envie de se dépasser, de s'entraîner, et il y a souvent de l'admiration, de l'envie d'accompagner. Donc c'est vraiment quelque chose le sport qui, moi en tout cas, m'a permis de reconstruire, de s'en sentir aussi plus à l'aise avec son corps si on a des séquelles physiques, des cicatrices, des choses qu'on a encore peut-être un peu de mal à accepter. Bah finalement dans le sport, on se retrouve parfois à les montrer alors qu'on va plus avoir à les cacher dans une vie sociale ou professionnelle. Et je trouve que oui, le sport a cette vertu aussi de permettre d'accepter les changements physiques, parce qu'il permet aussi d'en reconstruire de nouveaux. Enfin voilà, ça permet aussi à travers des discussions dans des groupes d'entraînement, dans des compétitions, de sensibiliser les gens, de leur expliquer en fait ce qu'est le handicap et de façon très positive. Et c'est des discussions finalement qui sont facilitées, je trouve, vraiment par la pratique sportive. On a moins de mal à poser des questions à un parasportif que par exemple à quelqu'un qui travaille avec un handicap, parce que voilà, on va peut-être avoir plus de précautions. Ça fait tomber certaines barrières, le sport. Génial. Et si une jeune fille en situation de handicap nous écoute aujourd'hui et n'ose pas pousser la porte d'un club, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ses parents? J'aurais vraiment envie de l'encourager. J'aurais envie de lui dire que oui, ça fait peur, parce que il faut pas sous-estimer toutes les appréhensions que ça peut créer de s'exposer avec un handicap. On a différentes phases de reconstruction. Aujourd'hui, moi, je vous parle très facilement de tout ce que j'ai vécu, mais il y a une époque où je pouvais rentrer en pleurant suite à une remarque
qui semblait anodine, mais qui touchait à mon vécu, à mon accident, à mon handicap. Mais pour le coup, je lui dirais que le chemin en vaut vraiment le coup parce qu'elle va rencontrer des personnes incroyables. Moi, j'ai eu la chance de croiser des gens qui ont cru en moi avant moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai réussi à dépasser toutes ces limites. Parce qu'en fait, dans le sport, on va vous pousser à aller chercher des choses qui vous sont difficiles, mais ça va aussi potentiellement vous faire progresser physiquement, mais progresser aussi humainement et mentalement. Et ça peut être une très belle expérience. Donc j'aurais envie de lui dire fonce, ne regrette rien parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai commencé sans ambition et j'ai pu vivre l'expérience du haut niveau qui était mon rêve de gamine en fait, d'enfant. À 25 ans, c'était fini chez les valides. Et en fait, moi, cet accident m'a redonné une deuxième chance. Donc on peut recréer de très très belles choses et de faire confiance aux gens. Quand on pousse la porte d'un club, on sent assez rapidement si les gens sont réceptifs et si c'est des personnes avec lesquelles on a envie de travailler, juste de faire confiance. Ce qui est difficile quand on revient de ce type d'expérience de vie, mais de faire confiance et d'en profiter. Et pour les parents qui auraient un peu d'appréhension? Alors, je pense que je n'ai pas vécu la situation d'accompagner un enfant en situation de handicap, mais je pense que ça doit être très difficile parce qu'on a envie de le protéger. Oui. Et en même temps, j'ai envie de dire que il faut laisser vivre les expériences de vie. Il va y en avoir des difficiles, il va y avoir des gens qui, de façon maladroite, auront des mots qu'ils ne voulaient pas blessants, mais qu'ils le seront. Mais ça fait partie du chemin. C'est ce qui va renforcer, c'est ce qui va permettre aussi de se battre, parce que parfois on a envie de prouver aussi aux gens qu'ils ont tort. Et je pense que ça fait grandir. Alors oui, on prend quelques coups quand même. Ça, je peux pas le nier. Mais à la fin, on récolte tellement plus de souvenirs positifs, de relations très enrichissantes que ça vaut la peine. Il faut accepter de prendre ce risque-là. Génial. Pour conclure, Colline, ta plus grande fierté? C'est une très très bonne question et il faut en ressortir qu'une et j'en ai beaucoup trop. Je pense que ça restera mon premier titre de championne de France en paratriathlon parce qu'il a fait un écho énorme. J'avais passé 10 ans de ma vie de cavalière à faire les championnats de France, à vouloir gagner ces championnats de France. J'avais notamment une jument ma jument de compétition avec laquelle j'ai énormément travaillé pour ça et on n'y était jamais arrivé. Et après tout cet accident, tout l'investissement sur la rééducation, d'accéder à ce titre de championne de France, sachant que sur le chemin j'ai perdu ma jument de compétition qui est morte pas très longtemps après mon accident. C'était un énorme clin d'œil et enfin voilà, c'était un petit peu le j'ai voulu me dire que tous ces efforts finalement m'avaient mené à cette chose que je voulais entre guillemets aussi fort. Et puis oui, c'était beaucoup d'émotions ce jour-là. J'étais vraiment ultra fière de moi pour le coup. Et en plus, il faut savoir que ce jour-là, ça devait être un triathlon. Et moi, étant nageuse, et le sport sur lequel je suis le plus à l'aise était la natation. Et en fait, la natation a été annulée, donc il y a eu 2 courses à pied. Et la course à pied avec mon handicap est très compliquée. Donc en fait, il fallait courir 7 doublement performer. km 5. J'étais déjà pas sûre à la base de finir les 5. Donc vraiment énormément de joie et de reconnaissance pour voilà mon kiné qui m'avait accompagnée de la reprise de la course à 7 km 5 en compétition. Enfin, c'était juste exceptionnel. Incroyable. La femme qui t'inspire aujourd'hui? Ah, encore une seule. Récemment, j'ai été vraiment touchée par le parcours de Lindsey Vonn. J'ai trouvé qu'elle avait fait preuve d'un grand courage et j'ai trouvé ça vraiment fort en fait de ce truc de ne rien s'interdire. Elle a plus de 40 ans et elle a voulu se relancer dans l'aventure de se qualifier pour les Jeux Olympiques après avoir été opérée et avoir une prothèse du genou. J'ai trouvé ça incroyable parce que je pense que énormément de gens lui auraient dit que
de un, c'était trop tard, de deux, que vu son état de santé, est-ce que c'était raisonnable, enfin ça posait des questions. Mais elle a mené du coup son rêve, c'était le sien, elle a fait ses choix, elle a pris des risques, mais elle les assumait et c'était en conscience des risques qu'elle prenait, et ça je trouve ça admirable et fort. Et aussi elle a fait passer ce message après parce qu'elle n'a du coup pas réussi, enfin elle a réussi à prendre le départ, mais elle a ensuite chuté, elle a eu de nouveau de graves séquelles. Mais faire passer ce message que ça avait été son choix, qu'elle n'avait rien à regretter. Et enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un parcours très inspirant et qu'elle faisait valoir à la fois ses forces et ses faiblesses, et je pense qu'elle va aussi inspirer pas mal de femmes, parce qu'en fait il y avait un petit peu ce truc de après un certain âge, la carrière sportive était finie, clôturée, chez les valides en tout cas, et on voit, je pense, de plus en plus de femmes qui s'autorisent, après avoir eu des enfants, à retourner en fait en compétition. Ou avoir dépassé un certain âge, par exemple Serena Williams qui revient sur les cours. Tout à fait, et avec une optique parfois différente, mais qui assume de se dire que en fait le sport et la compétition fait partie intégrante de sa vie, qu'elle aime ça, et aussi je trouve ça admirable d'accepter d'y retourner en n'ayant pas forcément le même niveau, mais aussi juste pour là pour le coup se dépasser et aller chercher sa performance, mais avec les capacités actuelles. Le regard des autres ou le regard sur soi, lequel est le plus difficile? Pour moi, le regard sur moi, mais c'est une particularité très personnelle, c'est que je suis extrêmement exigeante avec moi-même, et donc du coup j'ai le pendant de voir toujours ce qui est pas encore assez bien, ce qui est positif pour se dépasser, mais je pense que le regard des autres trouve beaucoup plus admirable ce que je fais que moi-même, donc définitivement mon regard est le plus dur. Merci Colline. Dans cet épisode, on a parlé de handisport, mais surtout, on a parlé de reconstruction, de puissance et de légitimité. Parce qu'être para-athlète, ce n'est pas être moins que, c'est être sportif de haut niveau, point. Merci beaucoup Colline Gravitsky, d'avoir partagé avec nous ton parcours, ton regard et ton énergie. Ton témoignage rappelle que le sport peut reconstruire, révéler, rassembler et surtout redonner confiance. Et si cet épisode peut permettre à une jeune fille ou à une femme en situation de handicap d'oser faire le premier pas vers le sport, alors cette conversation aura tout son sens. Vous écoutez Nikkei, le podcast de la Maison du Sport au Féminin. Ici, on raconte celles qui prennent leur place dans le sport. À très vite pour un nouvel épisode. À bientôt Colline. À bientôt.